Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Et justement, ce spectacle théâtral sur les champs de la Résistance vient de se dérouler à l'instant. Nous sommes toujours en plein cœur de cette exposition de la Victoire jusqu'au 14 mai. Et on a le plaisir de retrouver à notre micro des personnes qui passent ici ou qui sont nos invités. Et là, quel plaisir et quel honneur d'accueillir une résistante, ce qui évidemment est très rare, mais on en parlera dans un instant avec elle. Ça a toujours été rare, les résistants. J'ai le bonheur d'avoir près de moi donc Annette Lajon. Bonjour Annette. Bonjour et merci surtout de m'avoir invité et de m'avoir permis de voir ce très beau spectacle qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs et qui m'a beaucoup ému. Voilà, on va peut-être remonter un peu le micro, je pense, parce qu'on entend mal voilà, Annette Lajon. Mais effectivement, d'abord, on vient effectivement de sortir de ce spectacle. Je vais vous demander de vous présenter, parce que les personnes qui nous regardent eh bien, ne savent pas forcément qui vous êtes. Alors, Annette Lajon, résistante, j'ai bien dit. Alors oui, effectivement, j'étais la plus jeune résistante de l'Orne à l'époque, pendant la guerre, tout simplement parce que mes parents étaient eux-mêmes résistants, que nous étions très très unis dans la famille, que je leur ai demandé de faire de la résistance avec eux parce que je partageais tout l'idéal que je voyais régner à la maison. Et ils ont eu le courage d'accepter que je partage avec eux cet idéal et tout ce que ça représentait de danger, de difficultés. Mais ça m'a beaucoup apporté et encore maintenant, je vis beaucoup de cet idéal et de tout ce que ça a pu me donner de profondeur et m'apprendre sur la vie. Alors vous étiez issu d'une famille de résistants, donc dans le département de l'Orne et notamment à Athis. Voilà, nous nous sommes trouvés à vivre toute la résistance à Athis dans la maison familiale. Et papa était un ancien de la guerre 14-18. Il n'a pas hésité dès le début à dire nous ne pouvons pas rester passifs devant l'occupation, devant ces soldats allemands qui sont chez nous. Le discours de Pétain l'a navré. Le discours de De Gaulle que nous n'avons pas entendu le premier jour mais que nous avons entendu rapidement nous a donné tout ce que nous voulions entendre et immédiatement, on peut dire dès les premiers jours, nous étions dans la résistance de tout cœur, bien entendu, les mains nues, aucune possibilité, aucune connaissance d'aucune sorte, mais la volonté de faire quelque chose. Alors ça c'est important évidemment, la notion de volontaire, puisque la résistance c'est cet engagement pour refuser une situation et cette espérance aussi, puisque dès le début de la guerre c'est espérer une victoire. Alors nous sommes autour de ce 8 mai, puisque l'exposition est intitulée l'exposition de la victoire. Cette victoire, c'est ce que voulaient les résistants. Finalement, un peu comme disait Raymond Aurac, vous étiez des volontaires optimistes. Nous étions, je dirais même carrément un petit peu fous, parce que la situation semblait tellement désespérée, et on voyait tant de gens autour de nous qui renonçaient, qui se disaient après tout, le maréchal Pétain, il a forcément raison, le maréchal, le vainqueur de Verdun, et puis Hitler, c'est quand même quelqu'un qui a su mettre de l'ordre dans l'Allemagne, qui a su réaliser des quantités de travaux, qui leur a redonné de l'oxygène, qui les a redisciplinés. Et il y en avait qui étaient quand même tout à fait favorables à une remise en ordre, sinon à l'ordre nouveau. Et donc, il fallait une dose d'optimisme qui frisait la folie pour croire que toute l'Europe, ou presque, était occupée. Il n'y avait plus que l'Angleterre toute seule qui tenait. Les États-Unis n'étaient pas encore en guerre, et la Russie non plus, bien entendu. Et croire qu'un jour, Hitler pourrait s'effondrer, oui, vraiment, il fallait beaucoup d'optimisme. Alors la résistance, c'est cette volonté de faire quelque chose, mais c'est aussi la résistance, c'est la prise de conscience d'un risque, la clandestinité, notamment dans cette France occupée, et c'est aussi tout ce que l'on sait maintenant sur la résistance, ce sont les arrestations, les tortures, la déportation également, c'était tout ce danger qui était là permanent. Alors ce danger, nous en avions déjà conscience parce que nous avions eu la chance, on peut dire, d'accueillir un juif qui fuyait l'Allemagne nazie
Asie et qui essayait de fuir en Amérique. C'était un artiste peintre et il essayait de vendre des tableaux. Il nous avait expliqué, en nous vendant justement une de ses œuvres, ce qu'il avait vécu en Allemagne et ce qu'il fuyait. Donc nous avions déjà la connaissance de ce qui se passait. Et puis on savait ce que Hitler avait écrit dans Mein Kampf, mais mes parents étaient au courant de tout ça. Donc nous savions tout de même, non pas les camps de concentration, mais nous savions les dangers d'arrestation, et qu'en fait, dans ce genre d'ordre nouveau, il fallait toujours être d'accord avec le chef. Sans ça, les risques étaient très importants. Mais quand on croit à quelque chose, je crois qu'on ne mesure pas les risques. On ne les connaissait pas tous. En plus, on les a vécus au fur et à mesure parce qu'on commence et puis on continue parce qu'on ne peut pas lâcher, parce que c'est pas possible. Alors la résistance, évidemment, il y a ces actions que l'on connaît, il y a notamment les sabotages, il y a l'évasion, il y a le renseignement, ce qui est vraiment très connu. Et puis il y a aussi l'autre part de la résistance, c'était cette résistance de l'esprit qui a été également très efficace. Alors on connaît bien sûr les publications clandestines, les journaux clandestins, mais aussi ce que l'on vient de voir dans le spectacle, c'est-à-dire la chanson, c'est l'expression artistique, c'était aussi une façon de dire non. Oui, c'était une façon, je dirais même assez gauloise, de savoir rire dans toutes les occasions. Tous ceux qui ont vécu cette époque-là savent que quand on ouvrait une bouteille de vin et quand on se versait un verre de vin, on disait automatiquement « autant que les boches n'auront pas ». Quand on mangeait une tranche de pain ou quand on ouvrait une boîte de sardines, parce qu'une boîte de sardines c'était très rare à l'époque, on disait « autant que les boches n'auront pas ». C'était presque la phrase sacrée. Et on aimait se moquer. On se moquait des haricots verts, on se moquait des dorifores, voilà. C'était une façon quand même de se remonter le moral et de se dire, bon, on conserve quand même notre esprit gaulois et on peut rire de tout tourner en dérision, mais savoir aussi prendre les responsabilités. Et bien entendu, en premier, abriter tous ceux qui avaient besoin de s'abriter, essayer de renseigner les Anglais par tous les moyens. J'ai raconté bien des fois que nous avions eu la chance d'avoir un pigeon voyageur qui était tombé dans notre jardin, que nous l'avions gardé en suivant les instructions, alors que évidemment, on devait le rendre immédiatement à la gendarmerie ou à la mairie, et que nous avions fait la petite enquête qui nous était demandée avant de renvoyer les renseignements, et que le pigeon voyageur était effectivement bien retourné en Angleterre. On l'a su après la guerre. Alors c'était la communication, ces chansons de la résistance et puis la radio de Londres, alors c'est un peu le thème du spectacle que nous venons de voir à l'instant. Ça c'était très important également, ce lien avec Londres. Ce lien avec Londres était absolument sacré. C'était très difficile, on ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y avait à écouter la radio de Londres. D'abord parce que à la moindre dénonciation, on risquait la prison et la cour martiale. C'est quelque chose d'inimaginable à l'heure actuelle. D'autre part, c'était extrêmement brouillé, c'était très très difficile de bien distinguer ce qui nous était dit. Mais pour nous, c'était le message d'espoir, c'était le rendez-vous quotidien auquel on n'aurait absolument pas manqué pour tout l'or du monde. Alors on a entendu des choses admirables dans ce spectacle, la complainte du partisan par exemple, on a entendu aussi des extraits de Pierre Dac sur la radio de Londres. Alors ça c'était vraiment pour remonter le moral, pour se moquer mais aussi pour remonter le moral. Et puis il y a aussi le chant des partisans évidemment d'Anna Marley. Alors ce chant des partisans, en fait, il a été chanté dans les Grands Maquis. Nous devions avoir au contraire une double vie, une vie tout à fait normale en apparence pendant toute la journée, et puis pendant quelques minutes, pendant quelques heures, nous étions résistants, nous faisions une action de résistance. Donc nous n'avions pas à chanter le chant des partisans, mais déjà quand on fredonnait la Marseillaise, on risquait très gros, car ça nous était interdit de chanter la Marseillaise. Et c'est probablement pourquoi j'y tiens toujours, et je raconte souvent aussi qu'il ne faut pas oublier que des déportées juives résistantes avaient été mises dans un train de déportation quand elles ont franchi le portail d'Auschwitz et qu'on a ouvert leurs portes. Elles ont toutes chanté la Marseillaise. Et même les SS se sont tus et les ont laissées chanter la Marseillaise. Et je crois que quand on pense à ça, on respecte notre hymne et on le chante. Alors c'est toujours évidemment beaucoup d'émotions que de reparler de cette période. Alors dans le chant des partisans, il y a des moments, des paroles qui sont incroyables. Qu'est-ce que vous retenez, plus que d'autres dans ce chant des partisans ?
la première chose, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Parce que c'était ça qui arrivait tous les jours, enfin, presque malheureusement. Chaque fois que quelqu'un était arrêté, quelqu'un d'autre venait, prenait sa place, prenait le rôle, prenait les risques et continuait, parce qu'il fallait continuer à tout prix, envers et contre tout. Et ça, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre, et voilà. Ça, c'était très, très important. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons. Ça aussi, nous y croyions énormément. C'était la liberté qu'il fallait reconquérir à tout prix. Alors, nous sommes ici en plein cœur de l'exposition de la Victoire. La figure du général de Gaulle est mise en avant, évidemment. C'est celui qui a remis la France dans le camp des vainqueurs. Ça commence le 18 juin 1940. Aujourd'hui, d'évoquer le général de Gaulle, pour vous ? Pour moi, c'est toujours évoquer un homme extraordinaire, un homme qui a su dire non dans tous les moments où il fallait dire non, mais un homme qui non seulement a su dire non, mais un homme qui a su construire. Il a tout préparé parce qu'il a préparé, par exemple, la libération. Il a voulu que la France redevienne libre et française. Donc, il a tout organisé de Londres pour qu'au fur et à mesure de la libération du sol français, ce soit automatiquement des résistants qui prennent les rênes, qui agissent, qui soient à la tête des communes, des départements. Et il a préservé la notion de patrie française, de nation française. Et ça, je crois qu'il a eu un rôle absolument irremplaçable. Pour nous, il était un monument et il reste un monument. Voilà, le grand homme d'ailleurs du XXe siècle, on va le dire. Alors, à Alençon, nous avons aussi la figure de Leclerc, évidemment, qui est un des tout premiers Français libres. Une figure très pure également, Leclerc. Ah oui, absolument pure. Et quand à la radio, justement, à la radio de Londres, quand on entendait ce qu'avait fait le général Leclerc, où étaient les troupes françaises, ce que faisaient les troupes françaises, je pense justement contre Rommel, dans le Sahara, etc., nous étions immensément fiers. On se disait, oui, la France a encore des chefs. La France, c'est encore une nation qui sait se battre et qui existe et qui aide ses alliés. Alors, aujourd'hui, en 2016, vous continuez à témoigner. Vous le faites chez nous, d'ailleurs, à Louise Michel. Vous le faites à Alençon ou ailleurs, devant des élèves qui, pour certains, sont là actuellement autour de nous, avec un vrai résultat qu'on connaît. Ça, c'est important, le témoignage. Pour moi, c'est l'essentiel. Il y a ce qu'on a fait, qui fait partie du passé et qui a toujours, bien entendu, toute sa valeur actuelle, parce que tout en découle. Mais ce qui est important par-dessus tout, c'est faire comprendre aux jeunes qu'il y a des valeurs qui sont beaucoup plus importantes que la vie et qu'on doit continuer à défendre ces valeurs coûte que coûte. Le monde actuel est un monde extrêmement dangereux, où les libertés sont bafouées parfois, où les gens n'ont pas le droit de croire ce qu'ils veulent, de vivre comme ils veulent. De quel droit irait-on les remettre en esclavage ? Je crois que l'esclavage est aboli pour toujours, et ça, il faut pour toujours et combattre et ne jamais baisser pavillon. Et ça, c'est ces valeurs-là que je veux transmettre. Alors nous disons également que les valeurs de la résistance, elles sont très modernes finalement. On en a encore peut-être plus besoin aujourd'hui qu'hier. Nous avions besoin, nous voulions la justice, nous voulions une certaine pureté, nous voulions que l'idéal passe justement avant tout. Et je crois que nous avons toujours besoin de cet idéal et plus que jamais dans un monde, comme je le dis, qui est quand même extrêmement dangereux. Il est important de ne jamais oublier, il est important de transmettre. Et puis, comme nous l'avons fait, vive la résistance, nous honorons les résistants. Et quelle fierté, quel bonheur, quel honneur aujourd'hui d'avoir eu devant la Croix de Lorraine, ici, à notre micro, eh bien, une résistante, Annette Lajon. Merci beaucoup, Annette. Merci infiniment. On va vous applaudir. Et merci beaucoup de m'avoir invité et d'avoir donné l'occasion de témoigner encore. Merci, puis à bientôt. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.